Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Écrit un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation sur Node.js et on va aborder quelques concepts tout aussi très intéressants de Node.js, à savoir les opérations synchrones, asynchrones, les opérations bloquantes et non bloquantes, les callbacks et on profitera pour parler de l'event loop de Node.js. Restez connectés jusqu'à la fin, on se retrouve juste après ça. Lorsqu'on parle d'opérations synchrones, il s'agit des opérations qui sont exécutées de façon séquentielle, c'est-à-dire les opérations sont effectuées les unes après les autres. Donc la première opération s'effectue, ensuite la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Comme on peut le voir sur notre diagramme, on a un exemple de 4 tâches qui s'exécutent de façon synchrone. La première tâche s'exécute, elle prend 10 secondes, ensuite la deuxième commence, la troisième et enfin la quatrième. Donc ça c'est un processus synchrone dans lequel les opérations sont traitées. De l'autre côté, on a des opérations asynchrones. Ici, on remarque que les opérations ne s'exécutent pas de façon séquentielle. Donc la première opération, lorsqu'elle est démarrée, la seconde aussi, la troisième et la quatrième. C'est-à-dire toutes les opérations sont démarrées presque au même moment. On n'a pas besoin d'attendre la fin de l'exécution d'une tâche pour commencer l'autre. Et vous, comme vous pouvez le voir, avec les opérations asynchrones, on a des fois les avantages de temps d'exécution qui sont beaucoup plus courts. On va maintenant voir un exemple. On va voir comment on peut... on va essayer de visualiser cela dans un programme Node.js dans quelques instants. On va fermer ce fichier-ci. On va renommer ça à app5. On va créer deux fichiers qu'on va appeler app5 pour synchrone.js. Ici, je vais écrire un programme synchrone. Donc, premièrement, je vais faire un console.log pour dire début du programme. Ensuite, je vais faire une boucle je vais aller jusqu'à 50 et je vais afficher en console l'itération. Comme on l'a vu, le programme synchrone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter cette première ligne, ensuite exécuter les 50 lignes, les 50 instructions de notre boucle, et enfin exécuter la dernière ligne qui est la fin du programme. Donc, on a déjà une idée de comment est-ce que la console, le résultat en console sera visible, c'est-à-dire on aura début de programme, ensuite on aura itération 0 jusqu'à 49, et on aura enfin fin de programme. Donc on va démarrer pour voir ce que ça donne. Dans notre invite de commande, on sait déjà comment le faire. On fait node app5.js. Donc notre programme s'est exécuté. On a bel et bien début du programme, itération 0, 1, 2. Ensuite, on a fin du programme. Donc les exécutions se sont faites de façon synchrone. La première s'est exécutée. Ensuite, les 50 autres instructions de la boucle se sont exécutées. Et enfin, la dernière instruction qui clôture le programme. Voyons maintenant comment on peut faire un programme, cette fois asynchrone. On va créer un autre fichier qu'on appelle app.async.js. Bon, dans ce programme, on va simuler un appel HTTP.
Bon, on va simuler une opération bloquante. Bon, pas bloquante, on va simuler, je peux pas bloquante, tant pour moi. On va simuler une opération qui va prendre 2 secondes. On va déclarer une variable qu'on va appeler utilisateur. Ensuite, on va déclarer une fonction qu'on va appeler charger utilisateur. Cette fonction ne prend rien en paramètre et va faire une opération qui prend 2 secondes. Donc on suppose que cette simulation peut représenter un accès à la base de données, un appel d'API vers notre serveur. Donc ici on veut juste montrer que c'est une opération du moins qui ne s'exécute pas en 0 millisecondes, qui va prendre un petit temps pour s'exécuter. Donc on va, une fois que le traitement est fait, on va retourner le résultat dans utilisateur. Donc on suppose que l'API devait charger ces données qu'on vient de... On suppose que c'était un appel d'API qui fait une requête qui dure 2 secondes et enfin charge les résultats dans la variable utilisateur. Ensuite, on va définir une fonction afficher utilisateur. Donc ici, on va afficher là un message pour dire que le chargement de l'utilisateur est terminé. Et voilà, notre programme est en place. On va juste rajouter notre marqueur de début. Et le marqueur de fin. Et pour l'exécuter, là on a juste défini les fonctions, maintenant il faut les appeler. On va dire premièrement on veut charger l'utilisateur et enfin afficher utilisateur. Pour charger l'utilisateur, on va appeler la fonction charger utilisateur et ensuite afficher utilisateur. Donc tel que c'est écrit, on s'attend à ce que l'utilisateur soit chargé dans la fonction de chargement de l'utilisateur et ensuite que l'affichage, la fonction d'affichage puisse afficher autant pour moi cet utilisateur. Lorsqu'on exécute ça, qu'est-ce que ça donne? Node app.async.js. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on a quelque chose de très intéressant. On a début du programme, c'est-à-dire on a bien cette instruction-ci. Ensuite, on a utilisateur égale undefined. On a fin du programme, c'est-à-dire cette instruction-ci, avant d'avoir chargement terminé. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que le programme ne s'est pas exécuté de façon synchrone. L'exécution synchrone voudrait que on ait en console début du programme, ensuite chargement terminé puisqu'on a appelé charger utilisateur et enfin afficher utilisateur, c'est-à-dire utilisateur égale utilisateur. Bon, je vais mettre ça ici pour un peu plus de lisibilité. Donc l'instruction voudrait qu'on ait début du programme, ensuite utilisateur, chargement terminé et enfin afficher utilisateur. Ce qui ne s'est pas fait, plutôt
On a plutôt début du programme. Ensuite, on a un fichier utilisateur, c'est-à-dire cette instruction-ci. On a même eu la fin du programme avant que le chargement ne soit terminé. Donc, on va exécuter ça une seconde fois. On a le même comportement. Début du programme, utilisateur qu'on a chargé, pour le moment qui est undefined puisque les données n'étaient pas encore chargées. Et enfin, on a chargement terminé. Donc là, on vient de voir un programme asynchrone et les répercussions que cela peut avoir sur notre application. C'est-à-dire, quand on écrit notre code dans notre application Node.js, le fait que le code soit asynchrone peut avoir des répercussions négatives sur le programme si on ne s'y prend pas bien, comme on le disait dans une précédente vidéo. Ici, comme on a pu le voir, dans la fonction afficher utilisateur, on a besoin de l'utilisateur pour l'afficher, mais seulement cette variable n'est pas encore chargée au moment de l'exécution de la fonction, ou du moins l'instruction d'affichage de l'utilisateur. Pour corriger notre programme afin de le rendre fonctionnel, nous allons introduire un autre concept qu'on va appeler callback. Un callback, c'est quoi? C'est tout simplement une fonction qu'on passe en paramètre d'une autre fonction. On va voir comment le mettre en pratique. On va voir en pratique comment cela fonctionne. Pour ce faire, on va créer un nouveau fichier ici qu'on va appeler app-async-cb pour callback. On va copier tout ce code-ci. On va le mettre là. Donc l'idée c'est de transformer ce programme-ci en utilisant un callback afin de le rendre fonctionnel, puisque comme on l'a vu, lorsqu'il s'exécute, on va voir app-async-cb.js, il ne produit pas le résultat escompté. Donc le programme se ferme, le programme démarre, on veut afficher l'utilisateur, on n'a pas l'utilisateur. Le programme se termine même avant que le changement de l'utilisateur se fait. Donc pour cela, on va passer en paramètre du chargement de l'utilisateur une fonction qu'on va appeler callback. Et dans l'affichage, pour pouvoir afficher l'utilisateur, on va attendre que celui-ci soit chargé et ensuite effectuer les instructions d'affichage. Donc notre fonction utilisateur prend maintenant en paramètre un callback qu'on va passer ici. Donc c'est une fonction dont je passe en paramètre une fonction que voici. Oui. Et dans cette fonction, je vais exécuter deux instructions. L'instruction d'affichage, puisque j'ai besoin d'attendre l'affichage de l'utilisateur avant de clôturer mon programme. Ici, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'ai chargé l'utilisateur, j'affiche en console que le chargement s'est terminé, et enfin j'appelle le callback pour dire que l'opération est complétée. Et donc une fois que l'opération est complétée, une fois que le callback est déclenché, ces instructions-ci vont s'exécuter. Donc voyons maintenant ce que ça donne. Voilà ce que notre exécution donne. On a le programme qui a bien démarré. Ensuite, on a le chargement terminé. On a bel et bien notre utilisateur qui est maintenant présent et la fin du programme. Donc, on vient de voir là comment est-ce qu'on peut se servir des callbacks pour pouvoir arranger notre programme asynchrone. Il faut noter que depuis le début de la formation, nous avons utilisé plusieurs callbacks, notamment dans la lecture des fichiers et également dans la mise en place de notre mini-serveur. On va maintenant introduire un autre concept tout aussi intéressant de Node.js, savoir les opérations bloquantes et non bloquantes.
Une opération bloquante, c'est quoi? C'est tout simplement une opération qui, lorsque l'exécution du programme arrive à son niveau, elle est bloquée. L'exécution est bloquée jusqu'à ce qu'elle se termine. Cela veut dire quoi? Si on a un ensemble d'instructions, on arrive peut-être à l'instruction disons 2, qui peut-être charge un fichier dans notre système. Si cette instruction est faite de façon synchrone, alors le programme va bloquer à ce niveau, attendre que le chargement soit terminé avant de continuer son exécution. De l'autre côté, le programme asynchrone, c'est tout simplement celui qui va arriver au niveau du chargement de fichiers, va démarrer l'instruction, enregistrer un callback et continuer l'exécution du programme. On va voir comment mettre cela en place avec un exemple avec la lecture du fichier. On va créer un fichier qu'on appelle temp.txt et on va lui mettre du contenu qu'on va aller chercher sur internet. On va générer un contenu assez grand. Copie. Voilà. Notre fichier là, temp.txt, bon, il n'est pas assez grand comme on va dire quoi, il ne fait pas des mégas ou des gigaoctets. Donc mais on va voir comment le programme va se comporter lorsqu'il va arriver à l'instruction d'ouverture du fichier. Ensuite, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler app.block.js. On va charger notre module fs pour la lecture des fichiers, on sait déjà le faire, et on va charger le contenu avec fs read files. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment lire les fichiers de façon synchrone de façon asynchrone, autant pour moi, avec read file. Cette fois, on va utiliser notre méthode de read file, à savoir notre méthode de fs, autant pour moi, à savoir read file sync. Cette fois-ci, le traitement se fera de façon synchrone en passant par paramètre le fichier et on a les options de lecture. On va d'encodage, autant pour moi, on va passer UTF-8. On va afficher console.log, données chargées, taille égale, on affiche la taille. Début du programme. Et ensuite, on a fin du programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va charger notre fichier dans la variable data et on va afficher la taille des données chargées. On va lancer l'exécution. On a appelé cela block.js. Qu'est-ce qu'on a? On a début du programme, données chargées, fin du programme. Donc, c'est vrai que tel que c'est exécuté, on n'a pas vraiment, il est difficile de percevoir le fait que l'instruction bloque, puisque le fichier est a une taille relativement petite, et du coup ça se passe comme on dirait un programme synchrone. Mais mettons en place maintenant la version non bloquante de cette même instruction, et on verra que
on verra que les instructions, le programme s'exécute de façon non bloquante. Essayons de rajouter d'ailleurs une autre instruction ici pour dire par exemple, disons opération ou alors tâche ou encore instruction après la lecture. Lorsqu'on exécute, tout se fait toujours dans le même ordre, c'est-à-dire de façon synchrone. On a le début du programme, on a le chargement des données, ensuite la lecture et la fin du programme. Voyons comment mettre en place cette même opération, mais de façon asynchrone, de façon non bloquante. On va copier ça. On aura toujours début du programme. Cette fois, on va utiliser la fonction asynchrone, pardon. Dans le retour, on a un callback. Vous vous souvenez déjà ce que c'est que les callbacks. Dans le callback, on affiche données chargées. Donc, non, on ne pourra plus retourner dans la variable. On va cette fois, ok, utiliser les données qui sont passées par qui seront envoyées par le callback. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Essayez de mettre pause sur la vidéo et devinez par vous-même quel résultat est-ce que le programme va produire. Voyons maintenant ce que le programme va produire comme résultat. On fait node app non-block.js. Qu'est-ce qu'on a? On a début du programme. On a début du programme dans le résultat. Ensuite, instruction après la lecture, c'est-à-dire le programme est arrivé là. L'exécuteur est arrivé là, il a commencé la lecture du fichier. Il ne s'est pas arrêté pour attendre la fin de la lecture. Il a continué l'exécution. Il est passé à instruction après la lecture. Il a même marqué la fin du programme avant de compléter le chargement des données. Donc ça c'est un process non bloquant. Bon, il est difficile de percevoir la différence entre les deux programmes parce que notre fichier a une taille qui est relativement petite. Donc, sur votre ordinateur, vous pouvez faire un test avec un fichier qui est beaucoup plus grand. Donc, vous pouvez télécharger des données et mettre dans ce fichier pour le rendre un peu plus lourd et vous allez percevoir la différence. Ce mécanisme de fonctionnement, ce mode de fonctionnement, à savoir les callbacks et les opérations non bloquantes, sont rendus possibles par un concept intéressant de Node.js qu'on appelle Event Loop. On va essayer de comprendre cela dans quelques instants. C'est quoi Event Loop? Event Loop représente le mécanisme qui permet à Node.js d'exécuter du code de manière asynchrone et non bloquante en utilisant des événements et des callbacks pour gérer des opérations d'entrée et sortie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Node.js est basé sur JavaScript et JavaScript est un langage monothread, c'est-à-dire il y a un seul thread qui effectue toutes les opérations. Je vais montrer un peu. Il faut montrer à quoi ça ressemble. On a là deux images à gauche, deux figures autant pour moi. À gauche, on a un programme monothread. À droite, on a un programme multithread. Donc, JavaScript est celui de gauche, a une structure qui correspond à celle de gauche, c'est-à-dire toutes les instructions, voilà, toutes les requêtes sont traitées par un seul thread. Et de l'autre côté,
lorsque les requêtes sont traitées par plusieurs threads. Pour le cas de cette figure-ci, on a 3 threads. Donc, cela signifie que si par exemple on a une opération de lecture d'un fichier un fichier qui a une taille conséquente, qu'est-ce qui va se passer lorsque pour un programme monothread, il va engager la lecture, terminer la lecture avant de pouvoir effectuer les autres opérations. Par contre, pour un programme multithread, un thread peut commencer la lecture du fichier, un autre thread peut continuer bien évidemment avec les autres opérations du programme, ou alors traiter d'autres requêtes entrantes. Donc Node.js, donc, pour éviter ce mode de fonctionnement, ou alors pour améliorer ce mode de fonctionnement, il utilise Event Loop. Ok, essayons de comprendre un peu comment ça fonctionne à l'interne. Qu'est-ce qu'on a? On a là un schéma qui représente un peu le mode de fonctionnement de Event Loop dans Node.js. On a en bleu, on a l'ensemble des tâches qui sont prêtes à être exécutées, ou alors on peut appeler ça l'exécution des tâches. Et en vert, on a thread pool. Thread pool ici représente un ensemble de threads, de 4 threads qui permettent d'exécuter des opérations bloquantes lorsqu'elles sont définies dans notre application. Voyons un exemple d'exécution avec un exemple du mode de fonctionnement de Event Loop avec notre programme qu'on a mis en place. Donc, comment est-ce que l'exécution va se faire? Lorsque l'exécution du programme arrivera à l'instruction début du programme, celle-ci sera, du moins les instructions sont chargées dans le event queue, c'est-à-dire la pile de tâches. Le début du programme, console.log est une tâche non bloquante, donc elle est exécutée immédiatement. Donc on suppose que c'est celle-ci. Elle est traitée par le programme. Ensuite, la seconde instruction, c'est lecture du fichier qui est une opération bloquante. Alors, qu'est-ce que fait le event loop? Il va envoyer cette exécution au thread pool qui va se charger de faire le traitement. Et lui, de son côté, il va continuer avec les instructions suivantes, à savoir la ligne 9 et la ligne 11. Une fois que le traitement de la tâche bloquante est complété, le callback est appelé et est chargé dans la pile de tâches. Et une fois que on est dans la pile de tâches, une fois que le callback est dans la pile de tâches, il peut alors être exécuté par le callback, autant pour moi, par event loop pour afficher notre message en console. Donc voilà, présenter un peu de façon sommaire comment est-ce que ça fonctionne. C'est vraiment une vue d'ensemble du mode de fonctionnement de event loop. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de NPM, Node Package Manager. On verra que à l'aide de cet outil, on pourra installer des packages externes pour pouvoir nous faciliter la tâche dans notre développement, ou alors réutiliser le travail des autres développeurs. Pour ne rien manquer de tout ceci, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Une dernière chose, vos avis, commentaires et suggestions sont attendus dans la section commentaires. Cela nous permettra de nous améliorer et de produire davantage du contenu de qualité. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.